Vous écoutez Les grands crimes de l'histoire, qui a tué Henri IV? Deuxième partie. Le roi menait une vie dissolue qui peut, à elle seule, avoir suscité de nombreuses vengeances. Henri IV est un collectionneur de femmes, bien évidemment. 73 femmes à son tableau de chasse. Marilène Vincent, professeure d'histoire et autrice de Henri IV et les femmes. Plus toutes les maîtresses, bien évidemment, qui ne sont pas répertoriées. Henri IV, par son comportement avec les femmes, joue très certainement avec le feu. Pour Henri IV, n'avoir qu'une femme, par exemple, c'est être chaste. Voilà. Et puis, il dit lui-même, sans amour, je serais sans vie. Alors il faut remonter à la première, celle qu'on appelait la reine Margot, qu'Henri IV a épousée quand il n'avait que 19 ans. La première femme, la reine Margot, était une femme extraordinaire. Jean-Paul Desprats, historien et auteur de Henri IV, roi de cœur. D'abord d'une beauté stupéfiante. Brantôme était amoureux fou d'elle. Montaigne a été amoureux d'elle. Et aussi d'une intelligence extraordinaire, d'une culture extraordinaire. C'est un couple moderne. Chacun peut mugueter de son côté et vivre sa vie comme il l'entend. Une femme extraordinaire, un couple libre, mais un premier mariage qui ne dure pas. Henri IV sera obligé de se séparer de Margot parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Une séparation à l'amiable qui écarte la reine Margot de la liste des suspectes, puisqu'elle n'avait pas de raison de lui en vouloir. Mais il y en a d'autres. Car bien sûr, Henri IV ne reste pas célibataire bien longtemps. Il reprend sa vie de conquête et tombe amoureux d'une femme dangereuse, Henriette d'Entragues. Comme toutes les femmes qu'il a connues, encore une beauté. Et puis, elle fait rire. Elle a le bec le plus effilé de la cour, diront les mauvaises langues. Il s'amourachait dans des conditions ridicules de filles qui le faisaient tourner en bourrique. François Bayrou, auteur de Henri IV, le roi libre. Et comme il était roi, évidemment, elle voulait de l'argent, elle voulait des titres, elle voulait que leurs enfants soient reconnus. C'est une jeune femme qui a flairé le bon coup. Une jeune femme qui a flairé le bon coup et qui n'est pas prête à se laisser compter fleurette. Il lui envoie de l'argent, il lui offre des terres, mais Henriette ne cède toujours pas. Toujours pas. Henriette devient marquise de Verneuil, elle ne cède toujours pas. Il met, comme dira Henri IV, un genou en terre. Il la supplie d'accepter, mais Henriette souhaite une promesse de mariage. Elle va l'obtenir, cette promesse. Sitôt l'encre de la promesse séchée, Henri IV peut disposer du corps d'Henriette et s'empresse de l'engrosser. Ensemble, ils auront une fille et un garçon. Henriette d'Entragues a vraiment cru que le roi était fou amoureux d'elle. François Pernaut, historien et auteur de Qui a vraiment tué Henri IV? Que le roi allait peut-être même l'épouser, que le roi allait légitimer tous ses enfants, que véritablement Henriette d'Entragues, à un moment, s'est vue presque la reine, d'une certaine manière. Mais Henri IV ne tient pas promesse. En décembre 1600, il épouse finalement Marie de Médicis. Henriette d'Entragues est une femme qui se sent complètement trahie. Quand elle voit qu'il s'est marié, que c'était pas du tout ce qu'elle attendait, bien évidemment, elle va crier vengeance. C'est une femme dangereuse. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur de L'assassinat d'Henri IV. Henriette d'Entragues a comploté à plusieurs reprises, voulant toujours s'imposer comme la reine. Elle se considère comme la vraie reine. Durant 5 ans, l'intrigante Henriette d'Entragues rumine avant de mettre ses menaces à exécution. En 1605, elle va comploter, elle est chef de bande avec son père, avec son demi-frère, et donc elle complote quand même pour la mort du roi. Là, elle sera interrogée, elle prendra des airs de déesse devant les magistrats.
forte de l'appui qu'elle a du roi. Le roi est d'une faiblesse extrême à son égard, et au lieu de la sanctionner, car elle, bien entendu, elle est coupable, eh bien le roi va obtenir des mesures de clémence en sa faveur. Le clan d'Entragues échappe à la peine de mort. Mais la rancœur d'Henriette reste tenace, si bien que lorsque le roi est assassiné, le clan d'Entragues peut faire partie des suspects d'un complot en 1610 pour éliminer le roi. Ce sont des insatisfaits, ce sont des gens qui considèrent qu'ils ont été spoliés de l'héritage royal et qui donc sont prêts à tout. Pourtant, à l'époque, impossible d'établir le moindre lien entre Henriette d'Entragues, la maîtresse diabolique, et François Ravaillac. Toutes les femmes suspectes de la vie d'Henri IV ont donc été écartées une à une. Et voilà qu'un rebondissement incroyable se produit. Un homme est désormais dans le viseur. Un proche du roi, mais qui est aussi son ennemi notoire. Un homme qui était dans le carrosse au moment de l'attaque, le duc d'Épernon. Épernon et le roi se connaissent depuis plus de 30 ans. Pourtant, tout les sépare. Le duc d'Épernon, c'est passionnant parce que c'est pas de la grande noblesse, c'est quelqu'un qui est le petit-fils d'un notaire et qui va faire une carrière militaire absolument exemplaire. Contrairement à Henri IV qui est bien né, Épernon, lui, a dû se mettre au service d'un grand pour briller. Le duc d'Épernon est un personnage qui a connu son heure de gloire sous le règne d'Henri III. Hugues Daucy, historien et président de la Société Henri IV. Il appartenait à la catégorie de ce qu'on appelle les mignons. Il était même ce qu'on appelait un archi-mignon. Alors il faut bien comprendre que ce terme n'avait pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Le mignon, c'est le favori. C'était l'un des 2 archi-favoris d'Henri III. Après la mort d'Henri III, son étoile a un peu pâli. Henri IV n'a pas la même fascination qu'avait pu avoir Henri III pour d'Épernon. Et très vite, les choses vont se gâter. Et Henri IV a retiré progressivement pratiquement toutes les charges, en particulier les charges militaires, qu'Épernon exerçait. Mais le duc d'Épernon considérait qu'il n'était pas traité à la hauteur de son rang. Et c'est vrai que par moments, Henri IV a pu l'humilier. Et il éprouve du ressentiment à l'égard du roi. Et Henri IV, s'en méfiant, préfère l'avoir juste à côté de lui, plutôt que ailleurs, ou je ne sais où, en province, etc. Quoi qu'il en soit, cette rancœur vieille et tenace propulse le duc d'Épernon au rang de suspect numéro 1. D'autant que cet Épernon qui a soustrait Ravaillac à la foule, prête à le lyncher, et l'a conduit dans l'une de ses propriétés toutes proches, l'hôtel de Retz. L'interpellation de Ravaillac interpelle. Charles Pellegrini, ancien commissaire de police. Il a été gardé 2 jours quelque part. Et après, on l'a enfin mis là où il aurait dû être emmené tout de suite, à la conciergerie. J'ai pas de réponse. C'est curieux. Encore plus curieux, le premier homme qui a interrogé l'assassin, c'est le duc d'Épernon lui-même. Pourquoi est-ce qu'il va voir Ravaillac ? Il va voir Ravaillac pour le... En gros, certains historiens ont avancé l'idée sur laquelle il va voir Ravaillac pour justement lui dire « tu ne parleras pas ». On est en droit de poser cette question, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de louche dans cet isolement ? On ne sait pas ce qui se passe au moment où Ravaillac est arrêté. On ne sait pas ce qui se dit, on ne sait pas ce qui se fait. Les premières déclarations de Ravaillac sont donc restées mystérieuses, confinées entre l'assassin du roi et l'un des hommes forts du pays. Et par la suite... Dans les 2 jours qui ont suivi son arrestation, il y a beaucoup de gens qui ont pu lui parler. On ne sait pas trop pourquoi. La garde était relativement légère. Il faut quand même se rendre compte que l'hôtel de Retz, il est ouvert à tous les vents. Et que tout le monde visite Ravaillac. Tout le monde le visite. C'est l'attraction quasiment pendant 3 jours. Il a pu parler
avec notamment le père Coton, qui est le jésuite confesseur d'Henri IV. Là encore, personne ne sait ce qui s'est dit entre l'assassin et l'homme de foi. Hormis le duc d'Épernon, peut-être. Pourtant, plusieurs historiens sont convaincus que le fait qu'Épernon ait exfiltré Ravaillac des griffes de la foule n'a absolument rien de louche. Au contraire. Il fallait l'interroger parce qu'au moment de l'assassinat d'Henri III, eh bien, on s'était précipité sur Jacques Clément, le moine fanatique, et on l'avait embroché avec des hallebardes. Donc, du coup, il n'avait pas pu parler, on n'avait pas pu faire son procès. C'est quand même très important de savoir ses motivations. Et donc, le réflexe est d'éviter que l'assassin meure pour qu'il puisse justement être interrogé. Autrement dit, le comportement du duc d'Épernon, loin d'être suspect, plaiderait au contraire en sa faveur. On n'imagine pas que d'Épernon ait été impliqué puisque il a spontanément dit ne le tuez pas, il y va de votre vie. Franchement, s'il avait influencé Ravaillac, parce qu'on est surtout là au niveau de l'influence quand on évoque ces thèses du complot. Gilbert Thiel, ancien juge d'instruction antiterroriste. Ah ben il l'aurait laissé trucider par la foule, comme ça il était absolument sûr que Ravaillac n'allait pas dénoncer ses commanditaires. Effectivement, ce point de vue tient la route. À ce stade de l'enquête, il n'y a donc aucune preuve de l'implication du duc d'Épernon dans le crime. C'est donc seul que François Ravaillac va faire face à ses juges, même si le doute persiste. On va essayer de savoir qui a armé Ravaillac. Et ça va être l'objet du procès de Ravaillac, qui évidemment par rapport à nos traditions juridiques modernes est extrêmement exotique. Car le procès de Ravaillac se joue à huis clos, dans le secret de quelques magistrats. Il n'y a pas eu un procès où on l'entend au sens moderne des choses, avec par exemple une cour qui se réunit, avec qui est des magistrats professionnels, une accusation et puis une défense. Non, Ravaillac, il n'a pas eu une défense. Il ne va pas bénéficier des services d'un avocat. Maître Cathy Richard, avocate pénaliste. D'ailleurs, Ravaillac, il va prier la Sainte Vierge, il va prier les saints, il va énumérer un certain nombre de saints et il dit « Vous ferez mes avocats devant Dieu ». En attendant, c'est devant Achille de Harlay, le plus haut magistrat de France, que Ravaillac doit s'expliquer. Le fait que M. de Harlay ait présidé ce procès était une garantie pour tous. Maître Franck Berton, avocat pénaliste. Le juge le plus important jugeait le crime le plus important. C'est donc cet homme qui est chargé de donner la question à François Ravaillac. Un terme pudique pour désigner des tortures abominables. Il faut bien voir que la question, elle est donnée entre spécialistes, dans une tour du palais de justice, qui aujourd'hui d'ailleurs est dévolue au café et au thé des conseillers à la Cour de cassation. On est devenu beaucoup plus doux. Un interrogatoire, là, c'est pas l'avocat, le registre des gardes à vue, etc. Non, là, c'est la question, on vous soumet à la question, donc on va vous mettre les brodequins, les trucs en fer, là, on vous brise les os, on vous tenaille les mamelles, les chairs vives des cuisses, des jambes. Enfin bref, c'est de la torture dans toute sa splendeur. Le but était fondamentalement d'avoir la preuve, et la seule preuve, c'était l'aveu. Il n'y avait pas de police technique et scientifique, les témoins ne suffisaient pas toujours, et il fallait donc un aveu pour que tout le monde ait la satisfaction de savoir exactement ce qui s'était passé. Durant plusieurs jours, Ravaillac est donc supplicié. On lui inflige les pires atrocités sans jamais chercher plus loin. On n'interroge personne, on ne fait pas venir ses parents, ce qui est un scandale, parce que ses parents étaient encore vivants. On n'interroge pas ses frères et sœurs. Défendre Ravaillac, c'est d'abord s'interroger à cette personne, à cet individu dont on se rend compte qu'il est un puits de souffrance, dont on se rend compte qu'il est rejeté de tous, dont on se rend compte qu'il recherche finalement le bien. À l'époque, personne ne s'intéresse à l'homme. On ne l'interroge que sur son geste. Des questions en boucle, mais une seule réponse.
Henri IV était un mécréant. Il sait depuis longtemps qu'il veut tuer le roi, même pas qu'il doit tuer le roi, parce que Dieu lui a dit qu'il devait tuer le roi. Il ne changera jamais de système de défense. Son système de défense, c'est dire « je revendique mon crime ». Malgré les souffrances, François Ravaillac ne bouge pas d'un iota. Et généralement, lorsque l'accusé a quelque chose à avouer, il finit par avouer. Or là, en l'occurrence, Ravaillac n'avoue rien. C'est d'ailleurs étonnant qu'il n'ait pas dénoncé un nombre incalculable de personnes, vu ce qu'on lui a fait subir. Par 17 fois, il dira qu'il n'a eu aucun complice. Il a tué un roi parce qu'il pensait faire un tyrannicide, lui. Il pensait tuer un tyran. Il pensait tuer quelqu'un qui allait faire le mal. Et il se sacrifiait pour le tuer. Et quand on regarde, tout cela, c'était le fruit d'un cerveau malade. Aujourd'hui, les experts psychiatres diraient probablement de lui qu'il avait des pathologies mentales depuis longtemps déjà. Dès lors que Ravaillac a choisi de consacrer sa vie au catholicisme. Il essayera d'abord, dans un premier temps, d'entrer dans les ordres, chez les jésuites et chez les feuillants, mais même les congrégations ou les ordres religieux n'en veulent pas. Parce qu'il dit qu'il voit des hosties qui flottent, il voit des flammes. Il entendait des trompettes, donc c'est un esprit illuminé. C'est pas un fou de Dieu, c'est peut-être aussi un fou tout court. De nos jours, si on transposait Ravaillac aujourd'hui, ce qu'on appelle une uchronie en matière d'histoire. Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue. On considérait que Ravaillac, c'est tout simplement quelqu'un de délirant mystique, hein, les psys en connaissent plein, de délirant mystique psychotique et peut-être plus particulièrement de schizophrène. Schizophrène ou pas, Ravaillac est persuadé que grâce à son crime, il va obtenir le salut éternel. Il signe chacun de ses interrogatoires de cette phrase « Ravaillac, que toujours en mon cœur, Jésus soit le vainqueur ». On pense que Ravaillac a commis un homicide psychotique, en tout cas très pathologique sur le plan mental. Maître Franck Berton, avocat pénaliste. Et notre code pénal actuellement prévoit que ce sont justement ces gens-là qui sont irresponsables sur le plan pénal. Ça me rappelle tellement quelques affaires que j'ai connues, ou de meurtres de schizophrènes. Donc on voit bien des gens qui ont des hallucinations auditives et qui sont convaincus que Satan est devant eux. Donc c'est des procès très compliqués, très difficiles, mais aujourd'hui on s'attache à ce que la peine ait un sens. Et si la personne est complètement insensée, la peine ne peut pas avoir de sens. Il avait des choses à dire sur sa personnalité. Bon, ça aurait pu être dit. Alors que ça lui aurait échappé à la peine de mort, il aurait échappé à la peine de mort, il y a peu de chance. Bon, et surtout, imaginez qu'il avait tué le roi de France. Donc, on peut penser qu'il aurait été exécuté. Ou alors, l'avocat aurait été très, très talentueux s'il y avait eu un avocat. Mais il y a 400 ans, la contradiction n'existait pas. Alors forcément, le procès de Ravaillac laisse sur sa faim. Ça, c'est frappant dans les 3 temps du dossier d'interrogatoire de Ravaillac. On a l'impression que l'interrogatoire est bien conduit, presque jusqu'au bout. Et en gros, les dernières questions, elles sont à côté complètement du sujet. C'est comme si on n'avait pas voulu les poser. Et alors, des questions qui intéressent, y a-t-il des commanditaires, qui vous a aidé, qui avez-vous rencontré, avec qui avez-vous parlé, etc., etc. Non, elles ne sont pas posées. À tel point qu'un chroniqueur de l'époque a écrit « Il semble qu'on craigne de trouver ce qu'on cherche ». On ne s'embête pas avec une instruction. En 13 jours, c'est interpellé, cachot, torture et arrêt d'exécution. Le 27 mai 1610, François Ravaillac est reconnu seul coupable du très méchant, très abominable et très détestable parricide commis en la personne du feu roi Henri IV. Il est condamné à faire amende honorable devant la cathédrale Notre-Dame avant de subir la plus atroce des sanctions, le sort réservé aux régicides, l'écartèlement vivant. Le but, c'était de montrer à la population que ce crime atroce
avait trouvé sa réponse juste, c'est-à-dire la mort la plus violente possible de l'assassin. Et le peuple est convié à cette exécution. Elle a lieu en place de Grève, l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, à Paris. La fascination qu'éprouve l'opinion publique aujourd'hui pour les faits divers et les crimes, Philippe Bilger, magistrat honoraire. Elle ne renvoie plus à une fascination sombre et morbide pour l'exécution, mais elle n'est pas si éloignée de cette appétence. Une appétence insatiable. Ce jour-là, les Français viennent en masse assister au châtiment de Ravaillac. Les gens le conspuent, essayent de le frapper, lui jettent des immondices divers. Le premier qui va tomber de l'armoire, c'est lui, parce qu'il est persuadé que les Français, les Parisiens vont l'acclamer. Et quand on va l'emmener place de Grève, il pense qu'on va le toucher pour le féliciter. Il est sûr d'avoir bien fait. Mais bien sûr, une fois sur le lieu de l'exécution, c'est tout autre chose qui l'attend. Le calvaire de Ravaillac commence. La main qui a tenu le couteau, elle doit être brûlée au feu avec du soufre et on doit verser du plomb fondu dessus, enfin une espèce de mystique de la purification. Il doit être tenaillé là, une nouvelle fois au niveau des mamelles, des cuisses, etc. On doit verser de l'huile chaude et puis du plomb fondu sur les plaies. Et puis après, il doit être écartelé. Alors 4 chevaux à chaque membre qui tirent dans une direction. C'est un supplice qui peut durer longtemps si le supplicié est résistant. Et Ravaillac était très résistant. Les chevaux ont dû tirer très longtemps. On a même dû, à un moment donné, remplacer un des chevaux qui était fatigué. Et puis le bourreau doit contribuer à la section des cuisses pour que le corps soit complètement démantibulé. On sait que le cheval va mettre 2 heures pour lui arracher une cuisse, quoi. Il va mettre 2 heures pour mourir. Ensuite, le bourreau finit de dépecer le cadavre. Le peuple de Paris se saisit des éléments du corps de Ravaillac et vont le jeter dans les égouts, le brûler, etc. On ne retrouvera rien. Ça aussi, ça faisait partie de la sentence finale. On trouve même dans les documents que des femmes ont planté leurs ongles et leurs dents dans cette paritie de chair. C'est d'une barbarie. On a envie de fermer le livre en disant non mais la France n'a pas pu faire ça. Il y a 400 ans, on ne pouvait pas mutiler le corps humain comme on le mutile. Mais si. Ce qui est arrivé en fait à Ravaillac, c'est en fait l'application de la loi de l'époque. Les seules critiques dont on ait la trace, c'est qu'on ne l'ait pas fait souffrir davantage. C'est pour vous donner une idée. Cruelle époque, où la justice faisait abominablement payer l'assassin, et pas seulement. Il faut savoir quand même que sa famille va être condamnée très lourdement aussi. Le nom de Ravaillac n'aura plus le droit d'être porté, ils vont devoir quitter la France, sa maison, la maison où il est né va être brûlée, enfin c'est vraiment... la sanction est très lourde. Certains disaient même qu'on aurait mis du sel sur les origines de la maison, de façon à ce que rien ne repousse. Et il a été demandé aussi, dans la sentence la plus officielle, que le nom de Ravaillac disparaisse. Voilà, François Ravaillac est mort. Condamné et exécuté en tant que régicide ayant agi seul, en tueur isolé. Pourtant, l'histoire est loin d'être terminée. Au moment d'être exécuté, il dira « On m'a bien trompé lorsqu'on a voulu me faire croire que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple. » Étrange ce « on ». Qui on ? Tout le mystère Ravaillac est là. Une phrase énigmatique qui reste mystérieuse. Jusqu'à ce qu'un témoignage extraordinaire vienne relancer l'enquête. Le scandale arrive par une femme, une certaine Jacqueline d'Escomment. Elle révèle que bien avant la mort d'Henri IV, elle a assisté au complot
qui a conduit à son assassinat. Jacqueline d'Escomment raconte que, tout simplement, elle a vu Henriette d'Entragues et le duc d'Épernon en train de parler, d'évoquer la mort du roi dans une église, de comploter. Henriette d'Entragues et le duc d'Épernon. Autrement dit, les deux plus grands ennemis du roi auraient scellé un pacte diabolique pour le faire assassiner. Un complot entre Henriette d'Entragues et le duc d'Épernon, bien évidemment, est plausible. Henriette d'Entragues n'a cessé de crier vengeance pendant les 10 années qu'elle a partagées avec Henri IV. Le témoignage de Jacqueline d'Escomment est troublant parce que, effectivement, il remet en scène le duc d'Épernon et Henriette d'Entragues, qui sont des mécontents, qui sont des gens qui n'ont pas obtenu tout ce que leur trajectoire pouvait leur laisser espérer obtenir sous Henri IV. D'autant qu'une fois le roi éliminé, la maîtresse bafouée et l'archimignon humilié ont enfin eu tout ce qu'ils voulaient. Si on regarde la suite des événements, après la mort du roi, on se rend compte que le duc d'Épernon devient colonel d'infanterie, Henriette elle-même fait son grand retour à la cour. Tuer le roi les faisait rois. Jacqueline d'Escomment jure que cette conspiration a bien eu lieu avant qu'Henri IV ne soit assassiné par Ravaillac. En tant que bonne Française, elle ne le supporte pas. Elle souhaite les dénoncer. Jacqueline d'Escomment a tout fait pour empêcher qu'Henri IV soit tué. Elle les a dénoncés, mais personne n'a voulu l'entendre. Pire, elle a été réduite au silence, emprisonnée au prétexte d'un abandon d'enfant. Elle n'a été libérée que 8 mois après l'assassinat du roi, et une fois encore, au péril de sa vie, elle va tenter de révéler ce qu'elle sait. On peut supposer qu'elle n'a pas inventé tout cela. Bien évidemment, elle a vu des choses. Cette fois-ci, le magistrat Achille de Harlay, celui-là même qui avait conduit le procès de Ravaillac, s'empare de ces révélations explosives et diligente une enquête. Quand le président Harlay avait le dossier en main et qu'on lui demandait ça y est, on a trouvé, on a des preuves et tout, et Harlay qui s'écrie des preuves, il n'y en a que trop. Troublant. Achille de Harlay semble avoir enfin touché du doigt quelque chose. Mais le duc d'Épernon riposte. Harlay, au bout de quelques mois, a été dessaisi du dossier. C'est Épernon, effectivement, qui va, au bout du compte, pousser dehors Harlay, absolument, c'est vrai, et le faire remplacer par quelqu'un qui sera totalement aux ordres, si je puis dire, et qui va se dépêcher, lui, d'enterrer vraiment le dossier de Ravaillac à titre des complices et de le clore. Le nouveau magistrat délivre un non-lieu totalement incompréhensible. Pour lui, l'affaire est close, vu la qualité des accusés. Non, ça veut rien dire. C'est comme si on rendait aujourd'hui une décision en disant « Bon, monsieur était poursuivi, donc on arrête de le poursuivre parce qu'il a telle qualité ou telle autre, tel titre ou tel autre, telle situation sociale ou telle autre. » Bien sûr que ça ne tient pas debout. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Évidemment, tout ça, ça fait partie de tous ces faisceaux de faits, de constats, de petites phrases, d'exclamations, qui au bout du compte, plaident effectivement en faveur d'une thèse d'un complot possible. Pourtant, Henriette d'Entragues et le duc d'Épernon sont bel et bien mis hors de cause. Quant à Jacqueline d'Escomment, elle a été condamnée pour cette dénonciation calomnieuse à la modeste peine de la perpétuité. Elle a été condamnée à perpétuité pour avoir dit ce qu'elle avait dit. Aujourd'hui, certains historiens sont persuadés que Jacqueline d'Escomment a dit la vérité, quand d'autres n'en croient pas un traître mot. C'est une mythomane.
Quand on l'interroge sur Ravaillac, on lui demande quel aspect physique avait-il. Eh bien, au lieu de désigner un grand roux, un personnage athlétique, elle montre un petit valet noireau. Voilà, il ressemblait à celui-là. Tous les éléments qu'elle avance, tous les détails qu'elle fournit s'avèrent faux. Elle va très loin, mais comme beaucoup de gens qui sont dans une espèce d'hallucination, persuadés d'une vérité, persuadés d'un complot. Hein, elle est victime de la passion qu'on peut avoir pour les complots. Passion ou réalité? Quoi qu'il en soit, ce complot n'est pas le dernier. Voilà qu'une nouvelle piste, tout aussi troublante, fait surface. Car sur place, le jour de l'assassinat, des témoins ont parlé de plusieurs hommes armés présents rue de la Ferronnerie, un commando. C'est quand même tout à fait étrange, des gens armés qui se promènent dans Paris, qui venaient de la rue Saint-Denis. Que faisaient-ils là? Il y aurait eu effectivement des petits groupes d'hommes armés qui attendaient en gros que le roi passe à plusieurs endroits dans Paris. Qui étaient ces hommes? Pourquoi étaient-ils sur la scène de crime? L'historien Jean-Christian Petit-Fils a une réponse. Pour lui, ce commando était là pour tuer le roi à la solde de Albert de Habsbourg, le grand patron de l'Empire catholique qu'Henri IV s'apprêtait à combattre. Albert de Habsbourg, évidemment, il se considère dans son droit. Et en faisant assassiner le roi de France, il considère qu'il arrête d'abord la tentative d'invasion de son pays, donc il est en légitime défense. Il sauve la chrétienté devant ce personnage sulfureux qu'est pour lui Henri IV. Donc tout cela se tient. Tout cela se tient d'autant plus qu'une énorme somme d'argent s'est curieusement volatilisée cette année-là. Il y a une mention dans les dépenses secrètes, donc des agents, des espions, 15 000 livres pour l'année 1610, dont on ne peut faire davantage état. Mystère, parce qu'en général, il y avait quelques pensions qui étaient données à des espions, mais ça n'allait pas au-delà de 200, 300 livres. 15 000 livres dépensés en 1610. Est-ce que c'était pas pour récompenser ce commando pour assassiner le roi? Et si c'était ça? Ce commando qui instrumentalise Ravaillac et qui l'escorte pour s'assurer qu'il accomplisse bien son geste fatal. C'est une affaire étrange, trouble, ça reste un des grands mystères de l'histoire de France. Plus de 400 ans après, ce crime continue de diviser, de questionner, de susciter fantasmes et passions. L'assassinat d'Henri IV est en fin de compte à l'image de la vie qu'il a menée, complexe et controversée. Vous venez d'écouter Les grands crimes de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les grands crimes de l'histoire est un podcast coproduit par Initial Studio et Morgane, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Morgane. Cet épisode a été écrit et réalisé par Imen Gouali. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.